Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires du post à l'occasion des 4000 abonnés. Alors je vais répondre ce soir aux questions. Vous avez été assez nombreux à m'en poser, merci beaucoup. Je commence à avoir des réguliers sur la chaîne avec des souscripteurs et des gens qui m'envoient régulièrement leurs exercices, donc merci. Moi c'est vrai que l'objectif c'était pas tant de faire d'avoir énormément d'abonnés, énormément d'audience, mais c'est surtout d'avoir des gens qui puissent savoir, qui peuvent m'envoyer leurs petits travaux, qu'on puisse partager avec une communauté peut-être pas immense, mais assez régulière. Et, voilà. Peut-être que sur le long terme, d'ailleurs, je songerai à faire un petit forum autour des vidéos avec des exercices, des partages, et tout ça. Ça se fait beaucoup sur les chaînes anglaises, américaines. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir à peu près l'équivalent là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup pour vos questions. Alors je vais commencer par les questions un peu techniques, et puis on va arriver aux questions personnelles après. Je vais commencer par les plus techniques des questions, et c'est Anne qui nous a posé les questions les plus techniques. Donc je suis désolé, ça va être un petit peu un ride au début. Alors quand on arrive sur une consonance parfaite, c'est par mouvement contraire ou oblique. Est-ce que c'est aussi ainsi qu'on doit la quitter? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, tout dépend encore une fois du style dans lequel tu te trouves. Si tu es dans la musique baroque, par exemple, dans le choral, très souvent, on va avoir une cadence comme ça, sol, fa, si je suis en fa majeur, et avec une cadence de basse comme ça, voilà, avec l'octave et la quinte. Donc là, c'est techniquement un mouvement direct, mais là, on est vraiment dans le, dans le contrepoint baroque. Et dans le contrepoint baroque, les règles sont un petit peu différentes. Pourquoi? En fait, c'est vraiment des questions de style. Déjà, c'était des chorales qui étaient chantées, mais qui étaient aussi accompagnées par des instruments, et qui sous-entendaient souvent un accompagnement avec la basse continue qui réalisait d'autres parties, d'autres notes, c'est-à-dire à plusieurs voix. Et donc, c'était moins. On n'avait souvent pas juste les deux voix de manière très aride. Donc, c'est pour ça qu'on s'autorisait un peu plus de fantaisie au niveau du contrepoint. D'autre part, on a plus de sauts dans le contrepoint baroque que dans le contrepoint renaissance, qui était vraiment très vocal. Donc voilà, donc tout dépend un peu du contexte. Oui, c'est vrai qu'en général, surtout dans ce que je vous dis dans le contrepoint d'espèce, on finit par un mouvement conjoint et contraire, mais ça dépendra des styles, pas dans tous les styles, donc il faut rester un peu ouvert. Il faut essayer de se dire qu'à la fin, c'est quand même la musique qui a raison, c'est pas le manuel de contrepoint qui a raison, c'est les compositeurs. Donc pour ça, je conseille d'aller voir des partitions, d'aller voir par exemple les collections des chorales de Bach ou les chorales variées, tout ça, de Pachelbel, tout ça, c'est vraiment des mines d'informations. Donc allez voir la musique qui vous donnera vraiment toutes les informations que vous voulez. La réponse se trouve dans la musique. Par contre, donc la question c'est est-ce qu'on doit la quitter comme ça? Non, pas forcément. Même pas du tout, franchement. Dans le choral de Bach, par exemple, on peut très bien avoir je sais pas, une fois qu'on arrive là-dessus, un saut de quinte et un saut d'octave. C'est pas du tout gênant. Ou alors, quelque chose comme ça, on a un saut et un saut. Le mouvement conjoint est contraire, c'est vraiment pour terminer. C'est vraiment pour terminer ma cadence, mais ensuite, il n'y a pas d'obligation. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est obligé de commencer aussi nos contrepoints toujours de la même façon, par un mouvement conjoint et contraire. Donc ça, ça limite un peu, hein. Donc non, non, après une phrase, simplement, il faut veiller à ne pas faire d'intervalle d'octaves parallèles. Par exemple, là, fa, fa, do, do. Ça, ce serait moche, ça s'entendrait. Donc attention aux octaves et aux quintes parallèles, mais sinon, une fois que vous reprenez la deuxième phrase, faites ce que vous voulez. Deuxième question de Anne. Contrepoint de deuxième espèce, le temps faible peut-il sauver le mouvement parallèle des temps forts? Si oui, un saut de tierce est-il suffisant ou faut-il un plus grand saut? Comme dans les formules et cadences de 5-1, où sur le 5, la basse fait souvent l'octave inférieure avant de remonter sur le 1. Si le supérius fait une cadence de ténor. Ah, j'aime bien ça, je vois que, je vois que Anne connaît bien les cadences, donc ça c'est bien. Non, enfin ça dépend.
Si c'est un mouvement d'octave parallèle, par exemple, non. Si je fais Do, Do, puis La, La, c'est pas parce que je vais avoir Do, Mi que, que les octaves parallèles seront sauvées, quoi. Ça va s'entendre. Ça va commencer à bien s'entendre. Après, si on est en troisième espèce, où j'ai par exemple quatre notes, bon là c'est moins grave. Mais quand même, faut faire attention. De manière générale, faites attention avec là où les notes tombent contre le cantus firmus. Évitez d'avoir des quintes parallèles ou des octaves parallèles. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mouvement qui puisse sauver ce mouvement-là parallèle. Non, je pense pas. Par contre, et ça va dépendre aussi des styles, des mouvements parallèles directs entre quinte et octave, ça se fait, hein, comme on l'a vu à la fin du choral. C'est vrai qu'à la fin d'un choral, souvent, on a quinte, octave. Et pour éviter le mouvement direct, souvent, on va avoir une descente d'octave comme ça. Plutôt que d'avoir sol, fa, plutôt que d'avoir ça, on aura. Comme ça fait une illusion de mouvement contraire. Donc ça se trouve aussi. Là, effectivement, ça va. Mais des octaves vraiment parallèles ou des quintes vraiment parallèles, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mouvement de contrepoint qui puisse les sauver. Vraiment, je pense que c'est à bannir absolument, quoi. Je pense même que c'est vraiment une des seules règles qu'il faut absolument respecter tout le temps. Mais encore une fois, peut-être que je trouverai des exemples dans la musique où il ne le fait pas, où le compositeur décide de faire sciemment des quintes parallèles. Donc, vraiment, tout ce que je vous dis comme règle et tout ça, c'est à prendre avec vraiment beaucoup de pincettes. C'est la musique qui a raison, encore une fois, c'est pas les manuels. Alors, une troisième question. Toujours dans le contrepoint de deuxième espèce, que se passe-t-il si on a un cadre ternaire? Quel temps peut tout ou non être en dissonance avec le cantus? Oui, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant, mais la question n'a pas vraiment de sens euh, dans le cadre d'un contrepoint de deuxième espèce. Dans le cadre d'un contrepoint de deuxième espèce, en fait, on n'aura pas de rythme. Donc, il n'y aura pas de ternaire, en fait. Quand il n'y a pas de... L'exercice de contrepoint, c'est strict, ce qui fait que c'est vraiment blanche contre ronde, deux blanches, une ronde. Donc là, il n'y a vraiment pas de ternaire. Si on fait une composition libre, un peu plus libre, dans un cadre ternaire, en 6-8, si je fais 6-8, bah, en général, le temps accentué, donc contre le temps, ça va être une consonance. Et quand un cadre ternaire, donc si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, et que je veux faire un peu de la deuxième espèce, bah, je vais mettre une deuxième croche sur la troisième partie. Comme ça, par exemple, Do, Si, comme ça, hop. Et c'est vrai que si on veut faire une dissonance, pardon, le mieux c'est de le faire. Le mieux. Non, c'est pas mieux. Le plus discret, c'est de le faire sur la deuxième ou la troisième partie de pulsation, c'est-à-dire ce qui tombe pas sur le temps, ce qui tombe pas sur la note du cantus. Mais il y a plein d'exemples où on le fait sur la note du cantus. Ça s'appelle des dissonances accentuées. Ça peut être par exemple des appoggiatures, des retards, des anticipations. Donc ça se trouve tout le temps et faut pas imaginer qu'on n'a pas le droit de le faire, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que là, ce qui me met mal à l'aise avec la question, si on peut dire ça, c'est que c'est une question qui porte sur un exercice très strict académique, tout en posant des questions sur la musique réelle, c'est-à-dire les pièces libres. Les pièces libres, bah, c'est plus libre, quoi. Vous avez vraiment beaucoup plus de possibilités que dans les contrepoints stricts. Et dans les contrepoints stricts, bah, on ne trouvera pas vraiment de ternaire, donc voilà. J'espère avoir répondu aux questions. J'ai une autre question assez technique de Ibig. Peut-on harmoniser une mélodie ou un cantus firmus à plus de 2 voix, 3 ou 4 voix, comme dans un choral par exemple, avec les règles du contrepoint? Comment procède-t-on alors? C'est une excellente question. Alors je ne vais pas y répondre vraiment aujourd'hui, mais oui, tout à fait, on peut le faire. On le fait, en fait on le faisait même, carrément. C'est comme ça qu'on faisait les chorales. Hein. Faut pas imaginer qu'à l'époque de Bach, on avait tonique sous dominante, modulation au quatrième degré et compagnie. Ça, c'est de la théorie moderne.
c'est très bien dans le jazz, c'est très bien quand on analyse éventuellement de la musique romantique et tout ça, mais pour la musique baroque, c'est vraiment anachronique, je trouve. Et je trouve que ça alourdit vachement la manière d'écrire. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment allégé ma manière de penser grâce au contrepoint. Toujours, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer par le bicinium, c'est-à-dire basse, soprano, par deux voix. Une fois qu'on a les deux voix, en respectant un peu le contrepoint, ou en faisant des dissonances, enfin, faites ce que vous voulez, vraiment basse, soprano. Une fois qu'on a ça, et ben on a juste à remplir avec deux autres voix, qui vont faire en général plutôt des consonances au début. Et, euh, et voilà, c'est tout simple, hein. Mais vraiment, la première étape, c'est tout simple. C'est pas évident, mais la première étape, c'est de bien maîtriser les formules, le contrepoint à deux voix. Et une fois qu'on a soprano, basse, bah après, c'est facile, quoi. Enfin, on remplit avec des consonances, et puis voilà. Si je fais par exemple un petit choral, je continue comme ça. Petite mélodie que j'écris très vite. Là, je finis sur sol avec une petite. J'ai oublié de mettre le fa dièse. Hop, je finis sur sol. Je vais commencer aussi sur sol. Sol. Bon, là, je suis plus en 6-8, hein, bien sûr. Euh, je sais que je vais terminer sur sol. Je fais par exemple un ré à la basse pour faire la cadence de la basse. Mouvement contraire, donc mouvement qui monte et qui descend, donc je vais essayer de faire le contraire. Sol, fa, ré, par exemple. Ou peut-être mieux, plutôt comme ça. Voilà. Non, c'était pareil en fait. Donc là, j'ai mes deux voix. Et une fois que j'ai mes deux voix, bah, j'ai juste à combler. Il y a certaines petites schémas de pensée à avoir, et notamment grâce à ce qu'on appelle la règle de l'octave. J'en parlerai longuement dans plein d'autres vidéos. Mais la règle de l'octave, c'était comment on harmonise une gamme. Et c'est vrai que par exemple, là j'ai le premier degré de la gamme, donc sol, là j'ai le septième. Le septième, on va souvent faire un accord de sixte, c'est-à-dire un accord de ré finalement, tu vois. Donc là on va mettre un accord 6. Là comme je suis en sol, là sur ré en général on met pas un accord 6, donc c'est pas forcément une bonne idée. Je vais mettre sol, je vais remettre sol par exemple là, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma basse, do, ré, sol, voilà. C'est un peu plus logique, c'est un peu plus joli. Donc là j'ai sol, donc ça, sol, je l'harmonie souvent par un accord à l'état fondamental, donc sol. Do, souvent je mets 6-5. Ré, bah, c'est mon accord du cinquième degré, donc je le garde comme ça. Et sol, l'accord de tonique, je le garde comme ça. Donc là j'ai juste à combler avec les deux voix. J'ai sol, sol, je vais mettre la tierce et la quinte. Si ré, comme ça. Fa, donc comme on est sur le septième degré, ça va être souvent la sixte. Je mets le ré, je le garde. Puis je descends sur le la, comme ça. Sol, si, bah, je peux monter là sur ré et monter sur sol. Et là, par exemple, comme on est sur le quatrième degré, avec souvent on harmonise comme ça 6-5, bah, là, ça s'y prête pas, donc je vais mettre 5 tout simplement. Sol, donc mi. Je vais peut-être faire, voilà, tac. Avec une doublure de tierce, c'est pas grave. Ré, là je vais faire un unisson. Bon, là j'avoue que ça me paraît un peu serré, donc je vais descendre. Do, ré, sol, voilà. Donc j'avais sol, sol, j'ai le ré. Le ré je peux le descendre aussi. Et je peux descendre le ré là, hop. Ré, tac.
et là j'ai sol, donc le ré peut rester, et puis le la peut monter sur si. Vous voyez, c'est des petits réflexes que je fais, j'utilise des consonances tout simplement, des tierces, des sixtes, je fais attention à ne pas avoir d'octave parallèle, ou de quinte parallèle, et puis après je vérifie toujours au clavier, hein. Je me souviens plus si c'est un Do ou un La que j'ai écrit. Non. Oula, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait ici. Do, c'est l'accord Do, donc Mi et Do. Voilà. Je rejoue. Voilà, et puis j'essaye avec le clavier. Quand je fais un choral, j'essaye toujours de me mettre au clavier pour vraiment tout le temps jouer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Finalement, vraiment, le plus important, c'est de partir de ma mélodie, plus basse, et puis après, une fois que j'ai bien géré ça, je peux remplir. Un excellent exercice, c'est de prendre tous les chorales luthériens, comme les chorales de Bach par exemple, et juste de recopier la mélodie, ou alors avec une tablette, vous pouvez effacer les autres voix, et essayer directement au clavier d'improviser une deuxième voix. Ça, c'est vraiment très dur, mais c'est vraiment, une fois qu'on a géré ça, c'est super bien, quoi. C'est, une fois qu'on a géré ça, vraiment, on a l'habitude d'improviser, ça c'est vraiment génial. Donc voilà, oui tout à fait, on peut donc faire des chorales à partir du contrepoint, évidemment. Moi c'est comme ça que j'aime les faire. Après c'est toujours intéressant d'avoir d'autres notions d'harmonie, comme vraiment comprendre les accords à 3 sons, même les accords à 4 sons et tout ça. Mais pour moi je le vois vraiment en termes mélodiques en fait, et pas vraiment en termes verticaux comme ça. On continue avec une autre question de Ibig. Bonjour, je découvre votre chaîne, vraiment très intéressante, merci beaucoup. Rien vu de tel jusqu'à présent sur le YouTube français. Ah bah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent de contrepoint et d'analyse. Il y en a quelques-unes, j'essaierai de les mentionner quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je suis organiste amateur, et bien moi aussi, figure-toi. Donc on est tous les deux des organistes amateurs. Et les quelques profs que j'ai eus, quand on abordait parfois l'analyse harmonique succincte des œuvres jouées, résonnaient toujours en termes de fonction harmonique et jamais en contrepoint. Mais oui, ça c'est vraiment la France, hein. On pense toujours en termes d'harmonie fonctionnelle, tonique, dominante, sous-dominante, et tout ça. Moi je trouve que c'est assez barbant. Ils m'ont parfois parlé de consonance ou de dissonance, mais sans jamais comprendre, jusqu'à ce que vous l'abordiez par le contrepoint. Ce qui est tellement plus facile. Bah, je trouve aussi. Alors, ça facilite et ça complexifie certaines fois. Je pense que les deux approches sont assez complémentaires, il faut toujours les garder en tête. Surtout si on évolue dans le système français de l'écriture, euh, c'est bien quand même de comprendre ce langage-là de fonction, de modulation par, voilà, une harmonie très verticale, c'est toujours quand même pas mal de connaître ça si on aborde d'autres styles comme le jazz par exemple où c'est vraiment totalement vertical, hein, enfin, quasiment. Puisqu'en jazz on a le droit de faire des quintes parallèles, des octaves parallèles, c'est pas très gênant. Donc il n'y a pas vraiment de règle de contrepoint même s'il y a de la conduite de voix dans le jazz. Mais voilà, pour moi c'est deux approches qui sont complémentaires, sauf qu'il y en a une qu'on fait extrêmement souvent en cours et il y en a une qu'on fait jamais. Donc pour moi c'est important aussi d'équilibrer un peu le truc en abordant davantage le contrepoint. Et c'est vrai que ça me fait plaisir que tu dises que c'est beaucoup plus facile. Bah, je trouve aussi. Alors après, bien sûr, quand on a plein de voix, il y a d'autres difficultés, on le verra hein, sur la chaîne, mais je trouve aussi, en fait, c'est surtout que ça soulage un petit peu l'esprit, parce que surtout quand on écrit, par exemple, un choral, avec cette vision un peu de fonction, eh ben, il faut déjà avoir tout dans la tête. Il faut déjà que je sache que mon si, ce sera pas un si, mais ce sera le renversement d'un accord de sol qui sera lui-même un accord de septième. Donc là, finalement, il faut déjà avoir vraiment tout le projet dans notre esprit. Tandis que moi, je fais juste un contrepoint et après, je remplis. Voilà, c'est un peu simple, hein, mais c'est comme ça. Et puis après, une fois qu'on a un truc basique, eh ben, on l'améliore, on met des dissonances, on met des retards, on met tout ça. Mais on part toujours de quelque chose de très facile. Alors, y a-t-il des ouvrages ou autres permettant de se familiariser davantage avec cette pratique? Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, En contrepoint, j'aime pas les ouvrages français parce que c'est des trucs qu'on va retrouver qui ont 100 ans.
qui sont tellement austères, on a l'impression de lire le code de la route. Il y a 10 pages de règles avant de commencer. C'est souvent du contrepoint d'espèces. Bon, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait sur la chaîne, mais c'est vraiment pas la manière aussi que j'aime faire avec laquelle j'aime faire le truc, parce que ça focalise sur les règles plutôt que sur la musique. Et en fait, il faut vraiment partir de la musique, et puis après essayer de faire dans le style enfin, d'imiter. C'est vrai que c'est avec l'imitation qu'on apprend. Et si on étudie un truc du contrepoint du 19e siècle, bah, ça va être souvent des gens qui ont été des musiciens très brillants, hein. Il y a quelques ouvrages comme Théodore Dubois, il y a le traité de Marcel Dupré. Marcel Dupré, c'est un immense musicien, il n'y a pas de problème, hein, mais ça va être des gens du 19e siècle qui ont une mentalité romantique et qui sont très intimidants. Ça, on a l'impression que c'est hyper austère, hyper difficile, et surtout que bon, il faut vraiment maîtriser toutes les clés. Donc tous les chants donnés sont en clé de première. Là, faut vraiment. C'est bien d'apprendre les clés. Je vous conseille d'apprendre les clés. Notamment, j'ai une playlist où on peut réviser toutes ces clés. Donc faites-le si ça vous intéresse. Mais je trouve que les ouvrages français sont barbants et plein de règles, ce qui est un peu dommage. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre en anglais, qui s'appelle Counterpoint, de Harold Owen, qui parle un peu des différents styles. Il y a plein d'exercices. Le problème, c'est que ces exercices ne sont pas corrigés. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il y a les ouvrages de Robert Gaudlin, qui sont très bien sur le 16e et le 18e siècle, mais ils sont tellement difficiles, et sans corriger non plus. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la chaîne, hein. C'est pour qu'on puisse avoir des corrigés et des commentaires, que ce soit interactif. Parce que c'est vrai qu'apprendre tout seul avec un livre, c'est ce que je fais moi, même si j'essaye de partager un peu, mais c'est pas facile. Moi, je vous conseille, voilà, ces ouvrages-là, si vous êtes anglophone, vous pouvez un peu les aborder. Après, familiariser avec cette pratique, mais simplement travailler de la musique, quoi. Prenez des partitions, imitez, regardez ce qu'il fait, regardez les compositeurs, regardez comment ils font, en fait. Enfin, il n'y a pas de secret, hein. Faut avoir aussi le courage d'aller directement voir les partitions, voir les œuvres de compositeurs. Alors, prenez des choses faciles, des petites pièces de contrepoint de la Renaissance, des chansons de la Renaissance, comme des chansons de Sermizi, par exemple, ou les inventions de Bach, qui sont finalement à deux voix, donc ça va. Mais, mais voilà, pas obligé de passer toujours par un livre. L'analyse, c'est vraiment le truc le plus important pour aborder l'écriture et la composition. Vous parlez surtout de la période de la Renaissance pour l'utilisation du contrepoint. Comment alors l'utiliser pour les périodes post-Renaissance, baroque et romantique? C'est une question hyper intéressante et aussi très vaste. Là, j'aurais pas le temps vraiment de parler de ça. Ça me demanderait peut-être plusieurs heures rien que pour la période baroque. Mais c'est une question extrêmement importante. Alors, il y a des petites différences. En fait, ces différences vont être stylistiques avant tout. Déjà, la musique Renaissance est une musique qui est plutôt modale, hein, avec des modes issus des modes grégoriens. Et c'est une musique qui est surtout vocale. Donc, le style mélodique va être très conjoint pour faciliter le chant. Là où le baroque, c'est une musique qui reste vocale, mais où la voix, finalement, on passe de la polyphonie du contrepoint, par exemple, de Palestrina, où toutes les voix ont la même importance, à une mélodie accompagnée. Donc c'est-à-dire que le soprano va prendre de plus en plus d'importance, jusqu'à devenir vraiment la voix seule, hein, de l'opéra baroque. Et donc c'est une musique qui est aussi beaucoup plus instrumentale, et ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de sauts, beaucoup plus de dissonances, des intervalles de triton, des intervalles de septième diminué. Dans, dans le contrepoint Renaissance, on ferait jamais certains intervalles du baroque. Donc voilà. J'aborderai ces questions de style vraiment quand on fera des vidéos d'analyse, mais c'est vraiment des questions hyper importantes. Et pour le romantisme, alors, dans le contrepoint romantique, c'est vraiment beaucoup de chromatisme, beaucoup de modulation un peu tout le temps, ce qui fait qu'on perd un peu le sentiment de la tonalité. C'est c'est une musique qui n'est pas vraiment une musique de contrepoint. Alors il y a quelques compositeurs qui l'utilisent beaucoup, notamment Brahms. Brahms qui a composé aussi beaucoup pour orgue et qui a été vraiment très influencé par la musique de Bach. Schumann,
et Clara Schumann aussi, qui ont étudié Bach, qui ont une période où ils étudiaient Bach tous les jours, toutes les fugues du clavier bien tempérées. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi César Franck, un des grands compositeurs de l'orgue, qui fait notamment les préludes, fugues et variations pour orgue, où il y a vraiment du contrepoint là-dedans. Donc j'essaierai d'en parler aussi. De manière générale, ça reste beaucoup plus complexe, plus ambigu au niveau de la tonalité, plus de modulation, plus de chromatisme. Voilà, j'en parlerai peut-être si j'ai un peu de temps, si surtout je maîtrise suffisamment le sujet. Mais c'est vrai que l'âge d'or du contrepoint, ça reste la Renaissance et le baroque, mais surtout la Renaissance en fait. Voilà. Avec tous mes encouragements dans la poursuite de vos publications à la portée du plus grand nombre. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibig, pour toutes ces questions. Alors je crois que les questions techniques, c'est bon, je vais pouvoir prendre des questions un peu plus légères. Bonjour, ActuFou, j'avais quelques idées de sujets et de questions à traiter prochainement. J'espère que ça pourrait intéresser la communauté. Oh bah ouais, bonne idée. Pourrais-tu créer une série reprenant quelques notions importantes de l'harmonie de façon progressive? Oui, oui, tout à fait, j'aimerais bien le faire. Ce qui est compliqué, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, l'harmonie, c'est une discipline un peu plus verticale, où il faut vraiment comprendre les accords, les progressions harmoniques et tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir maîtriser suffisamment le contrepoint pour avoir une approche un petit peu plus horizontale avant de faire un cours d'harmonie, parce que sinon j'ai peur de répéter des choses qui ont déjà été dites sur d'autres chaînes. Après, je peux toujours les simplifier, parce qu'il me semble que j'arrive plutôt à expliquer simplement les choses. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui vont être plus difficiles à comprendre. Donc peut-être que je pourrais faire quand même des cours d'harmonie, mais c'est vrai que j'attends d'avoir suffisamment de maturité avec l'étude du contrepoint pour avoir une approche un petit peu unique. Pour les cours d'harmonie, il y a l'excellente chaîne Gradus ad Parnassum de Jean-Louis Fabre, qui a un cours vraiment complet. C'est très austère, enfin c'est un peu austère, mais en même temps il faut un peu ça, hein, un petit peu à l'ancienne, qui dure une vingtaine d'heures, donc avec 20 vidéos d'1 heure. Il faut s'accrocher, mais si on est motivé, c'est, c'est intéressant. Et ça peut être intéressant de l'étudier en complément du contrepoint. Voilà. Je pense que ça sera mieux que ce que je pourrais faire, honnêtement, mais j'y réfléchis quand même. Voilà. Et bien sûr, quand même, la chaîne, j'essaye de faire un truc au maximum interactif. Donc si vous avez des questions particulières sur l'harmonie, je ne vais pas vous dire d'aller voir d'autres chaînes. Je vous répondrai directement, il n'y a pas de problème. Enfin, avec ce que je sais, bien sûr. Pourrais-tu dresser un portrait de quelques maîtres du contrepoint en y incluant une exemplification par une œuvre tirée de leur répertoire? Oui, oui, très 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 bonne idée, très bonne suggestion, je vais le faire absolument. Là, c'est vrai que, comme j'abordais au départ, contrepoint, note contre note, deux notes contre note, un petit peu plus souple avec la troisième espèce et tout ça, j'attends d'avoir fait un peu le tour. Mais après, on pourra analyser des œuvres de contrepoint, des œuvres du répertoire, et c'est vrai, pourquoi pas faire une partie analyse et une partie portrait, une partie contexte historique, vie du compositeur. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être faire des petits épisodes un peu plus relax, où on n'a pas forcément le support de la partition. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de moyens au niveau des vidéos. J'ai juste ma tablette où je fais une capture d'écran de ma tablette. C'est pour ça que peut-être faire vraiment un format audio pour ça. Et puis une partie analyse où on est vraiment en train de regarder ce qu'il fait dans le concret, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez de faire ça éventuellement. C'est vrai que moi, je connais pas non plus de podcast d'histoire de la musique à part à la radio. Mais c'est vrai qu'à la radio, le problème, c'est que c'est pas, ça manque d'interaction. Donc voilà, peut-être faire aussi ça. Un format, par exemple, 1 heure à parler de Bach, 1 heure à parler de Handel, sa vie, son, son parcours, le contexte. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas nécessairement, à part sûrement à la fac en musicologie, mais voilà. Donc oui, 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 tout à fait. Question philosophique, conseilles-tu de consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage du contrepoint avant d'aborder le travail de l'harmonie? Non.
moi, je considère qu'il faut faire tout ce qu'on veut quand on veut. C'est-à-dire, si on veut faire de l'harmonie, on fait de l'harmonie. Si on veut faire du contrepoint, on fait du contrepoint. Je pense pas du tout qu'il faille attendre d'avoir maîtrisé un truc avant de faire l'autre. J'aime bien l'idée qu'on fait tout en même temps et que chaque approche enfin, complémente une autre approche. On peut étudier la musique baroque, la musique renaissance, la musique romantique un peu en même temps. On peut étudier le contrepoint, l'harmonie. Enfin, tout ça, pour moi, c'est vraiment complémentaire. Il faut savoir que la musique, finalement, il n'y en a qu'une, hein, donc finalement, l'harmonie et le contrepoint, c'est deux approches qui se complètent. Donc voilà. Après, le problème, c'est que les différentes approches vont entraîner des modes de pensée différents. Plus on va être quelqu'un qui va s'intéresser à l'harmonie, plus en général, on va avoir une vision verticale des accords et une vision en termes de fonctions harmoniques, dominante, sous-dominante et tout ça. Et plus on va étudier le contrepoint, plus on va avoir une vision horizontale. Je pense qu'un bon musicien sait manier les deux visions. Donc voilà. Mais c'est une très bonne question. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, il y a les traités français de contrepoint disent qu'il faut d'abord avoir maîtrisé l'harmonie avant de faire du contrepoint. Enfin, pour moi, c'est idiot. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, bon, bref. Comme si la musique avait d'abord commencé par faire des accords et puis ensuite on avait découvert qu'on pouvait faire deux voix. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, voilà. Donc faites ce que vous voulez, faites les deux en même temps, étudiez tout, mangez tout, volez tout, enfin voilà, lisez des partitions, analysez des partitions. Déjà, si vous faites le travail quand vous jouez une pièce, de bien l'analyser, de bien regarder, d'essayer d'aller au-delà de- des notes qui sont écrites, ou essayer par exemple de faire une petite imitation, de transposer, tout ça, c'est des choses qui vont vous servir. Ça, c'est vraiment le truc de base. Après, est-ce qu'on étudie l'harmonie ou le contrepoint en premier? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Pourrais-tu présenter les différents types de voix en chant? On entend beaucoup parler de basse, ténor, soprano, alto, contre-ténor, mezzo-soprano, baryton, sans forcément bien en connaître les nuances. Quand on réalise un contrepoint à plusieurs voix chantées, ça me paraît intéressant de savoir quelle voix convient le mieux à chaque partie du contrepoint. Ah oui, oui, c'est une très bonne idée, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai que moi, je connais assez bien le chant puisque je fais ça dans ma vie, donc je peux vous en parler. Je pourrais aussi vous donner... alors, moi, c'est vrai que le type de chant que j'aime, c'est rarement le chant du contrepoint, c'est surtout les grandes voix d'opéra. Donc, c'est... ça va pas forcément être adapté à nous ce qu'on fait, mais ça peut toujours être intéressant. Je peux aussi vous donner des grands interprètes à aller écouter, les grands barytons, les grandes basses, les grands ténors, tout ça, ou même les grandes sopranos. Donc voilà. C'est vrai que quand on parle des grandes voix d'opéra, en général, c'est des tessitures qui sont un peu exceptionnelles, un peu extraordinaires. Ce sont des voix très travaillées, très développées. Alors que dans la musique d'ensemble, on va souvent avoir des tessitures très réduites. Les basses sont vraiment des basses. Là où chez Verdi, une basse, elle monte au sol, quoi. Enfin, ouais, c'est, c'est un peu différent. Mais carrément, bonne idée. Bonne idée. C'est vrai que insister aussi sur la voix, ça me paraît une très très bonne idée. Je remercie ActuFou et merci aussi d'avoir souscrit ActuFou. Euh, Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez souscrire à la chaîne, un petit don mensuel d'1 euro ou de... J'ai fait deux possibilités, 1 euro ou 3 euros, pour soutenir mon travail. Je fais pas ça pour l'argent, mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait permettre dans le long terme d'acheter un peu de matériel pour enregistrer dans meilleure qualité ou faire avoir des nouvelles idées de séries de vidéos. Donc voilà, je vous remercie beaucoup à ceux qui ont souscrit. J'ai des questions de Maxime. Question personnelle pour mieux te connaître, si c'est pas trop indiscret, non, pas de problème. Quels instruments pratiques-tu et quelle formation musicale tu suis? Moi, je pratique le chant lyrique et l'orgue. En fait, j'ai commencé un peu le piano quand j'ai commencé le chant lyrique, et j'ai découvert l'orgue, et c'est vrai que c'est un instrument qui me parle un peu plus que le piano, même si j'adore le piano, hein, mais... Je fais aussi du clavecin et de la basse continue. Je fais, je fais ça au conservatoire. Et, le chant lyrique, je suis déjà professionnel. Enfin, je finis mes études au conservatoire, mais je fais quelques scènes déjà. Donc voilà. Euh, Quelle formation tu suis? Bah voilà, orgue, basse continue, chant. Je fais aussi de l'écriture, de l'analyse. J'ai des cours d'histoire de la musique au conservatoire.
Après, le gros de mon travail que je vous restitue là, c'est vraiment des recherches que j'ai fait tout seul, grâce surtout à Internet, avec des chaînes américaines, des chaînes aussi en allemand, des livres anglais, tout ça. C'est pas forcément le travail que je vais faire au conservatoire. Alors, si tu as des œuvres ou des compositeurs qui te passionnent particulièrement et que tu souhaites nous partager, bah, à vrai dire, il y en a des centaines qui me passionnent. Je j'ai pas trop j'ai pas trop des compositeurs qui me passionnent plus que d'autres, en fait. J'aime pas trop la manière avec laquelle on aborde ça. En général, on dit, ah, mon compositeur préféré, c'est Brahms, c'est Beethoven. C'est vrai que moi, j'aime bien rentrer un peu dans le, dans l'analyse technique des œuvres. Et donc, même une pièce toute simple d'école d'un compositeur obscur au XVIIIe siècle, ça va me passionner. Notamment, il y a tout un champ que j'aime beaucoup, c'est la musique du XVIIIe siècle, la musique baroque du XVIIIe siècle, comme celle de Walter, celle de Pachelbel, qu'on connaît uniquement pour le canon, mais il écrit aussi beaucoup de choses, des chorales très beaux, des variations de chorales très intéressantes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'aller écouter? Oh, c'est tellement vaste que dans la période ancienne, j'aime beaucoup, période Renaissance, j'aime beaucoup Roland de Lassus, qui, euh, qui je trouve est un compositeur très complet. Il a fait beaucoup d'œuvres sacrées, mais aussi des œuvres profanes intéressantes. Notamment, vous pouvez aller écouter les Prophetiae Sibyllarum. Je trouve que c'est très beau. C'est assez mystérieux comme musique. J'aime beaucoup Gesualdo, les, les, hum, les motets pour la Semaine Sainte. Très très beau. Je peux vous conseiller aussi d'aller les écouter. Monteverdi, pour la période baroque, évidemment. Fin Renaissance, début baroque. L'Orfeo, c'est magnifique. Euh, Dans la période baroque, bah, Handel, Bach, Lully, Rameau, Scarlatti. Moi, je suis rentré un peu dans la musique, surtout par la musique française de Lully. J'aime beaucoup l'opéra du 17e, la musique de Rameau, tout ça. Euh, Couperin. Couperin aussi, j'adore, pour le 18e siècle. Au 19e, bon, bah, fin 18, période classique, évidemment, bah, Mozart, Beethoven, Haydn. Oh, j'ai oublié de parler de Bach, mais c'est évident, voilà, évident. Ensuite, 19e siècle, bon, là, ce que j'aime beaucoup au 19e siècle, surtout, c'est Schubert, toute la musique vocale de Schubert. C'est une musique qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup. Même si on n'est plus trop dans ce que j'étudie avec l'écriture, c'est vraiment magnifique. Puis voilà, Wagner aussi, j'aime beaucoup, pareil. Au 20e siècle, c'est moins ma période, même si j'aime bien Debussy, Ravel. Je suis moins amateur de musique du 20e siècle. Mais voilà. Donc, on fera des analyses, hein, je vous partagerai des petites œuvres. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu embêté quand on me pose cette question-là, parce que j'ai pas vraiment de compositeur préféré, j'ai pas non plus d'œuvres qui me passionnent plus que les autres. J'essaie vraiment de manger un maximum de musique. Donc voilà. Des questions techniques. Une explication des différents types de cadences et leur rôle en composition. Oui, je prévois de faire ça. Les cadences parfaites, imparfaites, demi-cadence, cadence plagale, effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Je vais pas forcément le faire maintenant, mais je peux le faire dans des petites vidéos que je mettrai dans la playlist Les bases de la musique. Bon, ce que je peux dire maintenant, je vais aller prendre, une partition. C'est que la cadence parfaite, c'est, encore une fois, c'est une approche harmonique et verticale, hein, donc voilà. Mais c'est dominante tonique, donc 5-1. Par exemple, si je suis en Do, bah, ça va être accord de Sol, puis accord de Do. Ça, c'est la cadence parfaite, ça termine le morceau, ça termine une phrase. La demi-cadence, c'est le contraire. On termine sur 5. Donc, c'est-à-dire, je peux faire par exemple Do, Sol, 1, 5. Je peux aussi faire Mi, Sol ou La, Sol, 6, 5. L'important, c'est que je finisse sur 5, ce qui va donner un sentiment de suspension, comme un point d'interrogation. C'est la demi-cadence. Après, on a la cadence plagale, pardon, 4-1, un peu moins conclusif que la cadence parfaite.
et la cadence rompue qui va être 5, mais plutôt que de descendre sur 1, on va aller sur 6, ce qui va donner un sentiment de suspension comme 3 petits points. Quand on dit la cadence imparfaite, bah, c'est comme la cadence parfaite, mais avec des renversements. Plutôt que de faire sol-do, par exemple, on mettra si-do, avec 6 chiffré 6, donc c'est-à-dire sous-entendu accord de sol, mais sans sol-do qui conclut bien. Voilà, ça c'est pour imparfaite. Voilà, ça c'est les 4 cadences qu'il faut connaître. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée dans la playlist Les bases de la musique. Où est-ce que je peux récupérer les questions? Oui, voilà. Des exercices, si cela existe, pour s'entraîner à écrire des variantes de phrases, voire de mouvements complets, utiles en tant que musicien pour avoir des idées de variations intéressantes à proposer lorsque l'on joue des reprises dans un morceau, voire même pour apprendre à écrire un mouvement entier en variante d'une œuvre existante. Des exercices à proprement parler, là je pourrais pas te répondre. Je pense quand même que le mieux, c'est d'aller voir directement dans la musique, notamment dans la musique baroque. Dans la musique baroque, c'est vraiment là où on a toujours plein de variations. On prend un même thème, on le fait plein de fois. Et je te conseille d'aller voir dans les suites, parce que dans les suites, on a souvent à peu près la même harmonie, mais avec des rythmes différents, des danses différentes. Et souvent, dans les suites, il y a des parties qui s'appellent les passacailles ou les chaconnes. Et ça, ce sont des danses assez lentes, avec des rythmes, enfin un ostinato à la basse, c'est-à-dire un motif qui se répète. Et souvent, les compositeurs varient sur cette passacaille. Je pense notamment à Handel, qui a fait plusieurs passacailles variées. Il y a un thème qui va être varié 20, 30 fois, qui peuvent être assez longues, mais qui peuvent vraiment être des bonnes sources pour s'entraîner à improviser. Enfin, improviser. On peut recopier, on peut essayer de le jouer, le transposer. Et par exemple, prendre un motif rythmique et le répéter sur une suite d'accords très simple. On peut prendre deux accords et tu vois, essayer de les varier en prenant différentes figurations. Donc ça oui, mais pour moi, il faut vraiment partir de la musique. Après des exercices à proprement parler, je vais me renseigner, je regarderai, et si je vois suffisamment de matériel, j'en ferai une vidéo. Mais ouais, c'est une excellente question. Effectivement, varier une même idée, c'est la base de la composition, hein. Si on devait à chaque fois prendre une nouvelle idée, on ne pourrait pas composer. Il faut toujours avoir une idée, enfin, ou plusieurs, mais ensuite la tordre un peu dans tous les sens, changer le rythme, changer la tonalité, tout ça. Voilà. Donc, peut-être que je réponds pas complètement, mais voilà, pour moi, allez voir dans la musique, copier, jouer, imprégnez-vous. Vous voyez comment Handel, par exemple, varie, tout ça, c'est... Les partitas de Bach aussi. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais il y a des choses un peu plus simples, Telemann notamment, ou Fischer, qui a écrit des suites intéressantes et plus faciles. Donc merci à Maxime, et merci pour ta souscription. Donc j'ai répondu déjà aux questions de Anne et de Ibig. J'arrive à... Ah oui, une deuxième question d'Ibig. Comment faire à partir d'un cantus firmus joué en taille où l'on devra jouer la basse et les voix supérieures? Ajouter la basse et les voix supérieures. Oui, bah là c'est pareil, je vais aborder ça dans d'autres vidéos quand on abordera le choral. C'est toujours un peu la même chose, hein. On en reparlera plus tard, mais là oui, effectivement, on peut jouer en taille, c'est-à-dire jouer le cantus firmus une octave en dessous pour que ça sonne plus ou moins au ténor. Donc finalement, ça change pas grand-chose. On le verra dans une vidéo dédiée. Je pense qu'il faudra quand même pas mal de temps pour aborder ça. Mais le mieux, ce que vous pouvez aller faire, bah, c'est regarder les chorales de Bach, hein. Il y en a plein qui sont joués en taille. Et surtout, plutôt que les chorales de Bach, à proprement parler, d'aller voir les préludes de chorale, c'est-à-dire toutes les pièces plutôt pour clavier, pour orgue en général, qui préparent les chorales. Donc Pachelbel notamment, Walther qui est bien, parce que Walther c'est plus facile que Bach. Et là souvent il y a des chorales en taille. Des chorales qui sont jouées dans le grave en fait. Le chandonnet est joué dans le grave plutôt que dans l'aigu. Et puis voir un petit peu comment ça se passe. Je ferai des vidéos sûrement pour en parler quand on abordera les chorales. Merci donc à Ibig pour ta question. Impromptu 4717.
Je crois que c'est Régis qui est derrière ce pseudo. Merci à Régis pour tes questions. Voici quelques questions pour la vidéo des 4000 abonnés. J'aurais pu en faire d'autres, mais je les garde pour la vidéo des 10 000. Merci, j'aime bien cet optimisme-là. J'espère que la vidéo arrivera à 10 000. Honnêtement, j'ai déjà été surpris que 4000 personnes s'intéressent à ça, mais je m'y attendais pas honnêtement. Mais oui, carrément, j'espère. J'espère que la chaîne atteindra 10 000 un jour. On verra. Travaillez-vous dans le domaine de la musique ou bien est-ce juste une passion? Oui, je travaille dans le domaine de la musique. Euh, Depuis peu de temps, j'enseigne le solfège, enfin la formation musicale en conservatoire et en école de musique. Et par ailleurs, je suis chanteur lyrique, je fais quelques petites scènes par-ci par-là pour complémenter. Donc oui, je travaille dans la musique. Après, je suis quand même étudiant, je suis assez jeune, donc j'ai pas du tout fini ma formation. Et donc je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment le diplôme accompli ni en formation musicale, ni en chant, ni en écriture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre situation, on a plus de facilité en FM à trouver un peu de travail, parce qu'il y a tellement peu de profs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une chaîne YouTube sur la théorie musicale? Qui est d'ailleurs une bonne idée. Bah, ce qui m'a donné l'idée d'en faire une, c'est que j'ai toujours envie d'expliquer aux gens ce que j'apprends. Et dès que j'ai compris un truc, j'ai toujours envie de l'expliquer, quitte à gonfler un peu mes proches. Donc je me suis dit que j'allais le faire sur Internet. Comme ça, peut-être que j'aurai des gens à qui ça intéresse vraiment. En fait, sans rigoler, j'essaye de. J'ai vraiment le plaisir d'expliquer les choses, essayer de les rendre simples. Et j'ai toujours une idée en tête, c'est que ce qui se, ce qui se comprend bien s'énonce facilement, quoi. Si on a bien compris, on peut être capable d'expliquer. Et pourquoi pas bah, faire quelque chose comme ça, créer une communauté avec des gens actifs qui m'envoient des exercices. Bah là, le fait de recevoir tous les jours des exercices de gens du monde entier quasiment qui me disent, qui me remercient pour ça, bon, c'est génial, je suis vraiment super content. Et donc voilà. Comme en plus je suis de cette génération qui a grandi avec YouTube, je me suis dit que c'était assez naturel pour moi en fait. Même si je maîtrise pas du tout ni les codes de montage, ni plein de trucs, ça me semblait assez naturel de le faire sur YouTube. J'aime bien le côté interactif. Avez-vous pensé à activer la monétisation de la chaîne, possible à partir de 1000 abonnés? Oui, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est vrai que là j'ai 4000 abonnés, donc j'ai activé la monétisation. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'essaye de réserver ce que ça va me rapporter pour investir dans du matériel. J'aimerais bien investir dans une bonne caméra, peut-être un micro, et éventuellement un clavier que je brancherai directement à l'ordinateur pour pouvoir vous montrer des vidéos de basse continue ou d'improvisation au clavier. Voilà. Donc oui, j'ai activé. J'ai aussi activé la possibilité de souscrire à la chaîne, c'est-à-dire par, par un petit abonnement, me soutenir dans mon travail. On peut aussi faire des dons maintenant à partir de commentaires, donc c'est possible aussi. Je pense aussi, peut-être sur plus ou moins long terme, à faire un service de suivi. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin ou ceux qui sont grands débutants, adultes, en musique, faire des cours particuliers qui pourront concerner vraiment toute la musique, que ce soit, ça peut être commencer à partir de rien, se former en clavier, se former en solfège, se former en lecture de notes, en chant, faire une espèce de parcours global, ou aussi un parcours plus axé sur l'harmonie et la composition, enfin en gros faire des cours particuliers à partir de la chaîne. Donc ça, j'y pense aussi. Peut-être que sur le long terme, je le ferai si ça continue d'attirer du monde. Je pourrais le faire pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Mais voilà, oui. À quand un concours de composition sur la chaîne où le premier prix serait de venir jouer sa compo sur le grand orgue? Eh bien, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément les compétences pour juger de vos compositions. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de moins bonne ou de meilleure composition. Après, si vous m'envoyez vos compositions et que vous voulez que je les joue, il n'y a pas de problème, je peux essayer de les jouer. Moi, je suis pas super fort au clavier, mais voilà, si ça reste assez simple, je peux les jouer. Et c'est vrai que j'ai aussi accès au grand orgue euh, de la cathédrale d'Angoulême, pour tout vous dire. Donc, j'ai cette chance de pouvoir jouer sur un instrument vraiment magnifique. Et donc, effectivement, un jour, si jamais, voilà, si jamais ça vous intéresse de venir me voir,
pourquoi pas, je vous ferai monter à la tribune sans problème. Et très bon week-end aussi. Bon, maintenant c'est plus le week-end, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, impromptu. Je vais prendre une question qui m'a été, enfin une question, un message qui m'a été envoyé par mail par un Lionel qui me dit: Je me nomme Lionel, jeune Camerounais passionné de musique en général et de musique savante occidentale en particulier. Je regarde les vidéos que vous postez sur YouTube pour enseigner le contrepoint et je vous remercie pour cela. Car pour des autodidactes comme nous, ce genre d'entreprise est très important, car nous n'avons pas d'école, encore moins de conservatoire pour acquérir ces connaissances. Ah bah alors là, vraiment, il n'y a pas de message qui peut me faire plus plaisir que ça. Ça veut dire que je sers à quelque chose, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Lionel. Euh, pour ça, j'ai vu que Lionel, tu m'avais envoyé aussi des compositions. J'essaierai de prendre le temps de les regarder. Je dirais que j'ai pas énormément de temps, euh, tu as composé des fugues déjà, donc pourquoi pas prendre le temps de les jouer. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour le message. Si, voilà, c'est super. Honnêtement, je savais pas trop que, que, qu'il y avait une communauté d'amateurs de contrepoint au Cameroun. Je suis heureux de savoir ça. Bah, merci beaucoup. Et je continuerai bien sûr à répondre à vos questions si jamais il y a besoin d'aide, il y a pas de souci. Je suis là pour ça. Oui, j'ai aussi une question de Jean Martin qui me demande comment souscrire. Bah, pour souscrire, il faut aller dans l'onglet Rejoindre. Là, je l'ai pas. Ou alors dans l'onglet Souscription à droite de Communauté. Et on a le choix entre plusieurs possibilités, 1 € par mois ou 3 € par mois. Pour l'instant, il n'y a aucun service que j'offre qui va être dépendant d'un paiement. Sauf si je fais vraiment quelque chose d'un peu plus poussé. Mais c'est vrai que pour l'instant, je corrige tout le monde, j'ai un peu le temps et vous n'êtes pas encore hyper nombreux. C'est vrai que si j'arrive à 10 000 abonnés un jour et que je reçois tous les jours des dizaines d'exercices, je, je réserverai ça aux souscripteurs évidemment. Et donc, plus vous serez haut dans la hiérarchie des souscripteurs au niveau des dons, plus vous serez en priorité, bien sûr. Et pour l'instant, j'essaie de rester sans aucun palier de paiement, tant que je peux le faire. Voilà. Ceci étant dit, c'était la dernière question. C'est l'occasion pour moi de vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout le suivi et le soutien que vous apportez à la chaîne. J'ai beaucoup de commentaires qui sont vraiment très sympathiques euh, et qui me remercient beaucoup. Enfin, si je peux vous aider, c'est vraiment une grâce pour moi. Donc, je suis très content. Je pensais pas qu'en même pas 6 mois de chaîne, je pourrais atteindre 4000 abonnés avec des vidéos sur le contrepoint et sur l'analyse. Donc merci beaucoup à vous. Euh, N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, à m'envoyer un email pour vos exercices. Abonnez-vous à la chaîne et partagez les vidéos, ça aide beaucoup. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, souscrire ou faire un don par commentaire. Je voulais terminer avant de vous laisser en vous présentant quelques chaînes qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors c'est vrai que je suis pas non plus, je suis pas à la tête d'une énorme chaîne, donc je pense que ça va être des chaînes que vous connaissez déjà. Mais ceux qui connaissent pas pourront apprendre des choses, je pense. La première chaîne que j'ai découvert, assez sympathique, je crois même que le monsieur qui la gère a déjà commenté sur la chaîne, c'est Armo Chopin, cours de musique. C'est sympa, il y a des vidéos assez variées avec des explications, des vidéos de pratique. Tout ça, j'ai pris assez de plaisir à regarder ces vidéos, donc voilà, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Une deuxième chaîne que j'aime beaucoup, c'est Coda. Euh, c'est une chaîne qui a pas beaucoup d'abonnés et qui est assez récente, je crois, mais qui mérite beaucoup plus, puisque les vidéos sont très bien montées avec beaucoup de rythme, c'est très clair, c'est de la bonne qualité. Et pour ceux qui veulent comprendre un peu le solfège un peu plus traditionnel, c'est-à-dire avec une vision un peu plus verticale, des progressions d'accords, des renversements et tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Et encore une fois, il y a beaucoup d'exemples,
c'est bien expliqué, c'est de bonne qualité, c'est pro quoi, donc c'est vraiment super. J'aime bien cette chaîne. Vous aurez des exemples et des compositions originales aussi, donc allez voir la chaîne Coda. Bon là c'est une chaîne que je présente même pas, Gradus ad Parnassum. C'est Jean-Louis Fabre qui m'a vraiment passionné pour l'harmonie à la base. Donc allez voir sa chaîne. Bon, elle a beaucoup plus d'abonnés que la mienne, donc vous la connaissez sûrement. Euh, il y a énormément de vidéos, des cours complets, des analyses. Donc voilà, c'est. Après, c'est assez technique et c'est pas forcément la vision que j'ai, très horizontale de l'harmonie. C'est plus une harmonie mixte, à la fois verticale et horizontale, et une harmonie moderne avec plutôt fonctionnelle. Mais c'est vrai qu'au moins sa playlist qui s'appelle chapitre 2, Introduction générale à l'harmonie, vous aurez vraiment de quoi faire hein, pour plusieurs mois de travail. Donc voilà, Gradus ad Parnassum. Une autre chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Benjamin Lassauzé, je crois que je prononce correctement, Analyse musicale. Alors là, c'est vraiment une perle cette chaîne. Il y a 300 vidéos d'analyse de l'histoire de la musique, une histoire complète de la musique depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pro, c'est bien, c'est clair, c'est super. Allez écouter ça, surtout que c'est vraiment une chaîne qui devrait avoir beaucoup, beaucoup plus de succès. Alors c'est peut-être à cause de l'algorithme YouTube ou je sais pas quoi, mais c'est un peu un scandale. On a des analyses d'œuvres vraiment complètes, d'une heure, d'une demi-heure, en plusieurs épisodes, avec bon, il y a vraiment pour tout, il y a des grosses vidéos sur des thèmes et tout ça. Donc allez voir aussi cette chaîne-là. C'est une approche qui est complètement différente de la mienne, parce que moi je vais avoir un côté beaucoup plus technique et beaucoup plus axé sur des petites séquences dans l'analyse. Lui, c'est plutôt l'analyse globale de l'œuvre, comprendre le rapport entre les différents thèmes, leur signification, le rapport avec la vie de l'auteur, tout ça. C'est plutôt une approche globale qui est très très intéressante. C'est un peu comme des conférences, hein, donc voilà. Allez regarder la chaîne Analyse musicale. Cette fois-ci, on arrive sur une chaîne américaine avec Cheddarville Music, je crois que ça se prononce comme ça. Là, c'est la chaîne de John Mortensen. John Mortensen, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres vraiment géniaux sur l'improvisation historique, c'est-à-dire l'improvisation baroque et l'improvisation classique au clavier. Et lui, il va parler bon, c'est vraiment un professionnel de la musique, enseignant à l'université. Il va beaucoup parler d'improvisation, de comment apprendre, des conseils de méthodologie, tout ça. J'ai beaucoup appris en regardant ses vidéos. Il y a beaucoup de choses sur la mémoire, quelle mémoire travailler, 10 choses qu'un instrumentiste doit faire tous les jours, tout ça. Il y a aussi un site internet avec des cours qu'on peut payer, mais qui sont aussi très intéressants. Comment apprendre une pièce, comment travailler, tout ça. Personnellement, je suis membre aussi de son site, donc c'est vraiment quelqu'un qui est excellent et que je recommande à tout le monde. Et enfin, ça c'est vraiment ma chaîne préférée de tous les temps, Ricardus Cochlearius. C'est la chaîne de Ricardo, c'est un Italien qui parle anglais, donc c'est vraiment réservé aux anglophones. C'est la chaîne ultime pour ceux qui veulent apprendre le contrepoint, l'harmonie, de la musique baroque et de la musique ancienne. Ce type sort littéralement du XVIe siècle, c'est une espèce d'anomalie. Il sait tout. Il sait tout sur la musique ancienne, il sait tout sur la musique baroque. Tu sais pas où. Enfin, je comprends pas où il a appris tout ça. Enfin, bref. C'est au-delà du contenu, c'est vraiment la manière d'aborder les choses qui sort complètement de l'ordinaire. Il propose sur sa chaîne donc des vidéos gratuites, mais aussi et surtout une académie complète, un site Patreon où il a énormément de contenu, des formations en ligne sur le partimento, sur le contrepoint, sur le chant grégorien, tout ça. Enfin, c'est vraiment une mine d'or de l'analyse. Et c'est vraiment lui qui m'a incité à créer cette chaîne. Enfin, qui m'a pas incité, mais qui m'a encouragé à le faire. Et, c'est vraiment lui qui a créé, enfin,
qui a suscité en moi la manière dont je vois la musique aujourd'hui, beaucoup plus axée sur le contrepoint et la mélodie que sur l'harmonie fonctionnelle. Donc voilà, allez absolument voir cette chaîne. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile que ce que je fais moi. Et je pense que on peut être assez perdu, dans la mesure où il y a plus de 700 vidéos, des dizaines de cours. Et surtout, c'est en anglais, donc ça peut peut-être en rebuter certains. C'est un petit peu aride, mais faut vraiment aller jeter un œil sur notamment ce qu'il explique sur l'improvisation, sur tout ça. Vous pouvez aller voir les yeux fermés, Ricardus Cochlearius, et si jamais vous vous abonnez à sa chaîne, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup si vous êtes allé jusqu'au bout. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire, à vous abonner. Vous pouvez aussi souscrire. euh, et, euh, et vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Contrepoint. Portez-vous bien. Au revoir.